On va commencer par une première news que j'ai trouvée assez intéressante. J'espère que vous voyez bien mon écran. C'est un rapport, qui a été fait, chez, Cointelegraph et qui explique comment il est possible d'arriver à identifier des cryptos qui ont un fort potentiel en étant dans les premiers à l'identifier. Sachant que vous savez, il y a toujours une corrélation directe entre le risque que vous allez prendre et le moment la sortie de cette crypto. C'est-à-dire que plus la crypto va être, sortie récemment avec un tas d'incertitudes, plus le niveau de risque que vous allez prendre, plus potentiellement ça peut payer. Si vous achetez du bitcoin maintenant à plus de 100 000 c'est pas le même niveau de risque que si vous aviez acheté du bitcoin quand il valait 1 ou 2 parce qu'il y avait pas la même ancienneté, parce qu'il y avait pas la même construction, parce qu'il y avait pas les mêmes validation de par le marché économique. Et donc là, il donne quelques éléments qui, je trouve, sont assez intéressants à regarder lorsque vous voulez vous positionner sur un nouveau projet. Ce sont des éléments, bien sûr, que nous, on analyse lorsqu'on analyse une crypto, et ce sont des éléments qu'on donne à travers Crypto Investisseur, mais ça, c'est une partie des éléments. Parce que vous allez voir que potentiellement, il peut y avoir des trous dans la raquette. Alors, je vais passer sur les différents points qui sont pour moi les plus importants. La première, ils expliquent qu'il est important d'aller regarder la partie GitHub. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, GitHub, c'est tout simplement un endroit où on va aller déposer du code. Là où les développeurs se réunissent pour aller développer un projet, ils le soumettent. Il y a bien sûr d'autres plateformes, mais l'avantage de cette plateforme-là, c'est que le code est accessible à n'importe qui. Et donc, on peut voir les améliorations, on peut voir quand les personnes rencontrent un problème, si les développeurs vont répondre et la rapidité de leur réponse vis-à-vis de tout ça, et surtout s'ils vont améliorer très rapidement leurs produits. La problématique sur tout ça, si on le voit ici, par exemple, c'est que vous avez des projets qui vont pousser énormément de code à un moment, comme celui-ci, là, par exemple, Oka, et qui après ne vont plus rien faire. Donc en fait, ce qui est important, c'est surtout de regarder un projet qui va se développer au fur et à mesure avec le temps, qui va continuer d'évoluer. Après, si on regarde ici cette source, c'est basé sur le nombre de commits. C'est-à-dire que c'est le nombre de fois où on va apporter une modification. Mais on peut tout à fait tricher en fait sur cette valeur-là. C'est-à-dire que je peux modifier une lettre, pousser mon code. Modifier une lettre, pousser mon code. Alors qu'il y a des personnes qui vont pousser leur code vers le GitHub, qui vont l'envoyer vers le GitHub, quand il y aura des grosses modifications. Donc, c'est important de regarder qu'il y ait des modifications qui soient faites régulièrement, voir les dernières qui ont été apportées, voir, par exemple, si les développeurs répondent bien aux problématiques des utilisateurs ou aux bugs qui ont pu être rencontrés, mais pas forcément qu'ils poussent la mise à jour pour pousser de la mise à jour. Donc ça, c'est un 1er élément qu'il faut regarder et pour moi, il n'y a pas que pour les cryptos qui sont récentes, mais même des cryptos qui sont anciennes, voir comment elles évoluent. Et vous savez, BTC a un cycle de développement qui est assez long, mais quand on regarde les améliorations que ça a apportées, elles sont vraiment construites, un peu comme Ethereum. Alors que les nouveaux projets vont avoir tendance à beaucoup plus, apporter de, de nouveaux codes. Ce qui était également important à regarder, c'est de regarder en fait ce qu'ils appellent des repositories, donc ce sont les dossiers sur GitHub pour faire de manière très simple qui sont très bien notés. Pourquoi? Parce que c'est-à-dire qu'un projet, vous prenez Uniswap, vous regardez son GitHub, il a été forké, il a été cloné un nombre de fois incalculable, ce qui fait que le code d'Uniswap, quelle que soit sa version, est globalement assez robuste. Si vous prenez un projet qui est ni plus ni moins qu'un fork d'Uniswap, vous savez que le sous-jacent du projet est bon. Après, ils vont faire peut-être n'importe quoi avec la tokenomics, mais en tout cas, le code qui est poussé derrière est plutôt bon. Et si vous voyez un projet qui est naissant avec énormément de forks de ce projet-là, ça veut dire que la technologie derrière est vraiment intéressante. Après, bien sûr, il y a tout ce qui est document de test, il y a tout un tas de choses à vérifier en plus, mais ça ce sont déjà des premiers éléments à vérifier. Ensuite, quelque chose que j'aime bien faire également, on parle de la communauté. La communauté, c'est quelque chose qui est très large. Il n'y a pas un seul réseau pour aller analyser cette communauté. Mais là où j'étais surpris, par exemple, sur certains projets, c'est lorsque j'ai rejoint Discord. Quand vous allez sur un Discord, vous apercevez de la qualité de la communauté. Sur Twitter, vous avez un petit peu tout et n'importe quoi comme communauté qu'il peut y avoir. Des fois, quand vous êtes sur certains projets comme par exemple, je sais pas, PP, vous savez très bien que vous avez affaire du Moonboy. Vous êtes sur la communauté de Cardano, c'est des passionnés, c'est des développeurs. Et donc, vous voyez déjà le discours qui est utilisé. Et le mieux, c'est d'aller encore sur le Discord. Parce que sur le Discord, vous pouvez avoir un échange beaucoup plus rapide, beaucoup plus construit directement avec les équipes ou avec les personnes qui vont contribuer au projet. C'est-à-dire que quand vous arrivez en tant que débutant sur un projet et que vous posez des questions qui peut-être apparaissent dans la doc,
qui peut-être apparaissent quelque part sur internet. Mais vous êtes en droit de vous les poser. Quand vous allez la poser, quelle va être la réponse? Est-ce qu'on se fiche de vous? Est-ce que, vous n'avez pas à poser de questions? Ou est-ce qu'on va prendre le temps de vous expliquer les choses, même si ça a déjà été expliqué 20 fois? Donc ça vous permettra déjà de vous frotter, en fait, à cette communauté et voir si vous êtes en accord avec cette communauté. C'est hyper important. Et après, vous avez également tout ce qui est suivi de la roadmap. C'est-à-dire que les équipes, elles vont avoir tendance, en fait, à planifier une suite de points en disant point 1, point 2, point 3, point 4. Sauf qu'ils ne sont pas forcément capables, en fait, de suivre cette roadmap au fur et à mesure du temps. Et donc, voir dans l'historique du Discord ce qu'ils ont expliqué, pourquoi ils n'ont pas réussi ce point de la roadmap, pourquoi ils ont du retard. Ça peut être justifiable, comme si c'est tous les points qui sont retardés en permanence parce qu'il n'y a rien qui est développé. C'est pas justifiable. Ça, vous pouvez identifier des scams comme ça. Et ça, comme je vous le dis, c'est juste un des nombreux points qu'il faut vérifier. Et nous, on vous a vraiment fait une grille qui vous permet de comparer 2 projets, qui vous permet d'analyser un projet en profondeur. Et ça, on l'a fourni sur Crypto Investisseur. C'est un programme de formation qui se met dans la description. Donc vraiment, je vous invite à aller le voir si vous ne savez pas aujourd'hui comment analyser correctement un projet. Analyser un projet, c'est pas juste aller sur Discord, c'est pas juste aller sur GitHub, c'est tout un tas d'éléments à prendre en compte. Vous avez 200 000 membres sur Discord. OK, ça peut paraître intéressant. Par contre, si c'est 200 000 bots, c'est inintéressant. Est-ce que les personnes répondent vraiment à l'ensemble de vos questions? Très, très important. Et après, le dernier point qu'ils amènent dans ce rapport, c'est de les suivre sur Twitter, X, le nouveau réseau social. Donc là, vous allez pouvoir suivre directement les développeurs, les fondateurs du projet, voir ce qu'ils proposent, voir ce qu'ils communiquent, voir comment ils communiquent. Vous prenez Vitalik Buterin, le fondateur d'Ethereum, l'un des fondateurs d'Ethereum. Les communications sur Twitter, vous voyez qu'elles sont très spécifiques et qu'il maîtrise parfaitement son sujet. Vous voyez que c'est pas quelqu'un qui est là à vous dire: «OK, on va faire un x100 d'ici 10 jours». Tous les projets qui vont vous garantir un rendement, globalement, ça sent quand même pas très bon. Un Et donc ça vous fondateur déjà permet. qui parle de performance de prix future, dites-vous dans votre tête, red flag quand même, hein. Il y a des exceptions, mais de manière générale, vous n'allez pas avoir un fondateur de projet sérieux qui va vous dire je pense que l'Ether pourra être à tel niveau à tel moment. En fait, Vitalik, il a jamais fait ça. La plupart des projets sérieux ne le feront jamais parce qu'en plus de ça, euh, euh, légalement, ils n'ont pas le droit. Donc, il y a plusieurs points concernant les fondateurs qu'il faut suivre. Certains qui pourront en tout cas, enfin, moi en tout cas que je regarde énormément. Déjà les fondateurs qui sont anonymes. Vous pouvez avoir des fondateurs anonymes qui ont créé des cryptos qui fonctionnent très bien, en l'occurrence par exemple BTC. C'est une exception, d'accord? La majorité des projets qui se lancent aujourd'hui avec des fondateurs anonymes, allez, plus de 99%, c'est de la grosse merde, c'est du gros scam. Le fait de montrer sa tête, de montrer son vrai nom, son prénom, d'avoir un profil LinkedIn, d'avoir un historique, de ne pas avoir menti sur son curriculum vitae, c'est la base. C'est vraiment, c'est pas non plus un gage de qualité, mais au moins c'est la base déjà pour montrer patte blanche. Et ensuite, d'être capable de suivre les discours, ce qui est présenté. Et quand il y a des choses qui vont pas, parce que des moments, il y a des choses qui vont pas sur les projets, comment a été la communication? Est-ce qu'ils ont essayé de mettre des trucs sous le tapis comme certains gros projets du top 10? On a beaucoup parlé sur cette chaîne YouTube, ou pas du tout. Et moi, en tout cas, ce que j'aime regarder, c'est les moments de bourre, les moments où c'est compliqué, comment ont été gérés la communication, qu'est-ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'ils ont été honnêtes en disant bah non, il y a des trucs qui ont déconné, voilà où est-ce que ça en est, etc., etc. Ou est-ce qu'ils ont essayé de cacher le truc, ou même en mentant objectivement à la communauté? Parce qu'il y a des trucs que vous pouvez vérifier. Les trucs que vous pouvez vérifier, hein. C'est le gros avantage de la blockchain, c'est que vous pouvez tout vérifier. Donc quand les mecs ils vous disent A et que vous regardez sur la blockchain, les mecs, vous vous rendez compte qu'en fait c'est B, a priori, un projet qui est là depuis 1 an, qui a déjà menti 5 fois, je vous laisse imaginer ce que ça pourrait être dans les prochaines années quand il y aura des choses qui seront peut-être pires. Parce que peut-être que là, c'est pas trop grave. Mais si ça devient pire dans les prochaines années, voilà, moi, j'attends de la transparence là-dessus. D'autant plus qu'ils peuvent pas mentir éternellement, hein. Aujourd'hui, avec les outils qu'on a, ils peuvent pas s'amuser à le faire trop souvent. Bah, en fait, je pense que j'ai arrêté l'image au bon endroit, justement, quand on parle de projets qui ont des mensonges, au dos et bien correctement. Et effectivement, ils regardent les mises à jour, ce qui se passe. C'est toujours très important de regarder les communications, d'échanger avec eux, de voir s'ils sont accessibles ou s'ils sont juste là pour faire le buzz. Voilà, je trouvais ce rapport qui était globalement assez intéressant parce que ça remettait en perspective tout un tas de choses. Quand on vous dit de vérifier, de faire vos propres recherches et y compris de pas forcément croire tout ce qu'on vous raconte et d'aller vérifier par vous-même l'ensemble des informations, c'est justement d'avoir des sources d'informations qui soient fiables et surtout de recroiser et de recouper ces informations-là pour avoir un avis qui est le plus objectif possible.
Si vous allez uniquement sur Discord et que vous focalisez là-dessus et que vous regardez pas forcément la partie sur Twitter, vous regardez pas forcément la partie sur GitHub ou sur d'autres plateformes, vous allez avoir une vue qui va être complètement biaisée. Et je sais que beaucoup de personnes, heu, en ce moment, quand il y a de la spéculation sur certains narratifs, ont cette vue complètement biaisé de tout un tas de projets qui peuvent sortir parce qu'ils se focalisent sur 2 ou 3 points clés qu'on leur a donnés et ils oublient l'ensemble du tableau. Et quand vous investissez, il faut absolument avoir l'ensemble du tableau, en tout cas la plus grosse partie possible, pour être raccord avec les risques et surtout être capable de se dire: «OK, demain, il y a un changement de gap ou il y a des mensonges à répétition, je ne veux plus être en accord avec ça, même si je suis en perte. OK, je me déleste de ce projet-là». C'est hyper important de se rappeler ça. Ouais, être capable de couper ses pertes et de laisser courir ses gains. Malheureusement, en crypto, la plupart des gens font l'inverse. Dans l'investissement, la plupart des gens font l'inverse. Quand les prix augmentent, très souvent, ils ne sont pas habitués à avoir leur portefeuille qui augmente, donc ils vont reprendre des profits beaucoup trop tôt, ce qui fait qu'ils vont couper leurs gagnants. Et quand ils arrivent en dessous de leur prix de revient sur la plupart des projets qu'ils ont en portefeuille, ils vont laisser courir les pertes parce que pas vendu, pas perdu, parce que Diamond End, parce que Buy the Dip, parce que ce qu'on veut. Et à la fin, ils vont se retrouver avec un portefeuille avec que des perdants, avec un portefeuille qui sous-performe pendant des années et des années. Donc voilà, faut vraiment rester vigilant là-dessus. Il y en a qui nous disent des moments, ouais, mais l'analyse fondamentale, c'est pas forcément ça qui va faire que le projet va bien performer. C'est pas ça l'objectif. L'analyse fondamentale, ça va vous permettre de comprendre le projet à 360 degrés, d'être capable d'en identifier les points clés et les risques, de les suivre et d'être sûr que ce sur quoi vous investissez, vous en maîtrisez les tenants, les aboutissants et que vous êtes capable de faire une veille et un suivi de marché par la suite. Parce qu'aujourd'hui, vous décidez peut-être d'investir dessus en bonne et due forme parce que vous connaissez le projet, parce que vous êtes sûr de bien le maîtriser. Et si demain, il y a un nouveau concurrent, si demain, il y a X ou Y nouvelles choses qui commencent à arriver, qui changent un peu le game sur le marché, est-ce que vous êtes toujours en raccord avec ça? Et on se rend compte avec les messages qu'on reçoit régulièrement, le nombre de personnes qui sont des bag-holders depuis 2021 avec des projets qui aujourd'hui sont plus du tout dans le même écosystème qu'ils pouvaient être lorsqu'ils se sont lancés sur 2021, c'est énorme. Et si ce qui vous fait tenir, c'est juste de vous dire, all season, il y a tout qui pump, il y a un problème. Je vous le dis, hein, il y a un problème. Il faut qu'il y ait des Bah, vraies raisons derrière. souvent les fondamentaux ont complètement changé, il y a beaucoup de projets qui remontent pas. Je sais que ça beaucoup de personnes, restent bloquées sur ça. Ils disent: «Oui, le dernier top, il était à tant de dollars, on va remonter à ce top là». Non, si votre projet, il est complètement mort entre les 2, ça ne remontera pas et je vous l'ai déjà montré sur des lives où on prenait justement des cryptos qui faisaient partie du top 20, heu, il y a de ça, 2017-2021 et qu'on regardait un peu l'historique, elles sont jamais remontées en fait. Ouais. Et c'est pour ça que le C'est plutôt des triptyque, en exceptions fait, clairement. analyse fondamentale, analyse on-chain et analyse technique, c'est hyper puissant. Parce que l'analyse fondamentale, ça vous permet globalement de savoir et de déterminer les projets les plus intéressants à avoir en portefeuille pour le long terme. Donc, vous n'allez pas les choisir n'importe comment. L'analyse technique, c'est de ne pas acheter sur n'importe quel niveau. D'accord. Vous n'allez pas rentrer n'importe comment. Il y a quand même certaines zones clés sur lesquelles vous allez pouvoir rentrer. Et l'analyse on-chain, ça vous permet de vérifier, en plus de ça, ce qui est fait. Typiquement, je vous donne un cas concret. Vous analysez un projet fondamental, vous vous rendez compte que le consensus là-dessus, ça pue la merde, tout le monde vous dit que c'est un gros scam, c'est pas intéressant. Vous vous rendez compte que d'un point de vue fondamental, il y a des choses intéressantes qui se passent. D'un point de vue technique, vous êtes sur des super niveaux pour rentrer. Et qu'en plus de ça, d'un point de vue de chaîne, c'est confirmé. C'est-à-dire que ceux qui vendent, c'est les petits porteurs, et ceux qui accumulent, c'est des grosses baleines, par exemple. Et des baleines qui sont là depuis un certain temps sur le marché, mais qui ne veulent pas forcément faire beaucoup de bruit parce qu'évidemment, ils veulent accumuler sur des niveaux de prix qui sont bas. Ça, pareil, vous avez du coup tout ce qu'il faut pour vous dire, OK, là, le sentiment de marché par rapport à ce que peut apporter ce projet crypto n'est pas en lien avec ce que j'observe. Donc, il y a une dissonance entre potentiellement la valeur et le prix futur qu'on pourrait avoir sur ce projet et le prix auquel j'ai accès aujourd'hui. Beaucoup de gens confondent la valeur et le prix. La valeur, c'est ce que vous recevez, le prix, c'est ce que vous payez. Et la plupart des personnes en crypto achètent des projets avec une valeur éclatée au sol, avec des prix qui sont super élevés parce qu'ils achètent des bougies vertes. Et on le voit, hein, acheter des bougies rouges, c'est compliqué parce qu'il faut accepter de se dire, bah ok, j'ai acheté un truc, mais ça peut encore baisser, ou il y a une incertitude, ou d'un point de vue macro, géopolitique, ça pue la merde. Mais c'est comme ça en fait que vous faites que vous prenez les bonnes décisions. Et pour ne pas capituler dans des périodes de, ouais, de vide ou quand ça sous-performe, bah, il faut maîtriser ce que vous faites. Et pour ça, il faut avoir des éléments factuels qui ne sont
qui essaye d'éliminer au maximum tous les biais cognitifs, émotionnels que vous pourriez avoir, parce que c'est humain, hein, mais quand vous êtes bullish sur un projet et que vous avez une grosse partie de votre portefeuille sur un projet, forcément, la grosse majorité des personnes font ça, ils vont se focaliser sur les news qui vont être plutôt bullish. Ils vont essayer d'occulter complètement, et d'ailleurs les réseaux sociaux, c'est ça, ils vont complètement occulter toutes les news qui vont aller contre ce truc-là. Et pour autant, c'est hyper important de se tenir informé de ce genre de choses, parce que si réellement il y a des soucis sur le projet et que vous vous entêtez à continuer de rester dessus parce que pas vendu, pas perdu, parce que X ou Y raison, bah, vous pouvez garder un projet qui sous-performe pendant des années et des années. Il faut être capable de se dire à un moment donné, bah là, ça répond plus aux mêmes exigences que ce que je pouvais avoir au départ. Le marché a changé. J'accepte ma perte. Ça fait chier, ça fait mal au cœur. J'accepte ma perte et je pars à autre chose. Je passe à autre chose. Et pour ça, il faut avoir quelque chose qui est structuré. Il faut avoir une vraie méthodologie. Il faut avoir quelque chose qui est capable, où vous êtes capable de comparer ce qui est comparable. Vous n'allez pas comparer, vous n'allez pas analyser une entreprise de la même manière que vous allez analyser un projet crypto. Et vous n'allez pas comparer de la même manière un projet qui va faire de l'oracle ou un projet qui va faire de la layer one. Pour autant, il faut que vous soyez capable de mettre à jour ce qui se passe pour avoir des éléments qui soient adaptés aujourd'hui, reproductibles en fonction des différents projets que vous allez être capable d'analyser. Donc, c'est en partie ce qu'on présente sur la partie crypto-investisseur. Évidemment, il y a plein d'autres choses qui y a à l'intérieur. Mais voilà, c'est une vraie méthodologie qui vous permettra d'être autonome dans vos investissements. Et justement, tout à l'heure, tu parlais un peu de news et d'actualités qui, des fois, sont un peu falsifient un petit peu la réalité. Et j'en ai trouvé justement une ce matin sur un projet qu'on trouve assez intéressant d'un point de vue fondamental qu'on suit depuis assez longtemps. Et justement, c'est celui de Chainlink. Chainlink, vous savez, à la base, c'est tout simplement un réseau d'oracles décentralisé. Donc, ça permet aux personnes qui le souhaitent d'insérer des données sur la blockchain. Ça fait le pont entre le monde extérieur et la blockchain pour faire de manière très simple. Bien sûr, ils ont énormément évolué sur le secteur des RWA et sur d'autres domaines également, comme la preuve de réserve et d'autres. Là, vraiment, je vous fais quelque chose de très synthétique. Et justement, il y a cette news qui est tombée hier où il y a un partenariat entre Chainlink et Mastercard qui a été mise en avant. Et en fait, ce partenariat, il vient dans l'objectif de faire le pont entre le Web3 et le monde du Web2 avec l'achat de crypto. Aujourd'hui, quand vous voulez acheter des crypto-monnaies, dans la majorité des cas, vous allez faire un virement bancaire vers un Kraken, un Binance, un Coinbase. Vous allez acheter vos cryptos. Mais d'abord, il faut que vous fassiez un KYC sur ces plateformes-là. Et ils redemandent régulièrement de mettre à jour et autres. C'est pas fou d'un point de vue respect de la vie privée, tout ce qui va avec. Et ça peut être un peu compliqué. Moi, je vois pour des personnes qui débutent dans le secteur de la crypto, quand elles arrivent sur Binance, euh, le concept de gestion des différents éléments peut être un petit peu compliqué. Et donc là, l'idée étant de faire justement cette passation, ce pont entre le monde traditionnel et le monde de la crypto via différentes entités. Donc, dans les partenaires, on a Shift for Payment, Swapper Finance, XSwap et 0H. Et donc, l'objectif étant de linker les deux. Donc, ils font bien sûr tout un papier pour mettre en avant les avantages de cette technologie-là. Et je me suis dit, OK, on va prendre Swapper Finance, qui fait partie des entités qui sont censées aider à faire de l'onboarding d'utilisateurs. Parce que plus on va onboarder d'utilisateurs sur la crypto, plus il y aura de retail qui vont potentiellement acheter du BTC, de l'Ether et autres. Donc, je vais sur Swapper Finance. Regardez, hein, swapper.finance sur Google. Et je me dis, OK, je vais acheter pour 100 $ en cash d'une crypto. OK, donc là, je mets 100 $. Donc, j'achète de l'Ether parce qu'eux, ils proposent que des choses qui sont autour de l'Ether. Et là, je vois que les frais, c'est 30% de frais. Regardez. 25% de frais, 25 $ de frais, et vous 25% sur la partie virement sur Ethereum. Alors qu'aujourd'hui, on a des frais qui sont extrêmement bas sur l'Ether. Ils prennent déjà 2,50 $ de frais pour faire le on-ramp, donc de passer des euros, des monnaies fiat à la crypto, plus encore 2,62 $ de fees. Donc j'avoue que je suis quand même assez surpris. On pourrait prendre par exemple, je sais pas, le DAI, hein, qui est une crypto comme une autre. Regardez, c'est pareil. Essaye de prendre avec des plus gros montants. Tu dis, tiens, tu veux acheter pour 100 000 balles, par exemple. Après, il faut avoir la CB qui te permette de payer 5 000. Mais voilà, Ouais, max 5 000.
Vas-y, mets 5000. Et pour moi, c'est pareil. Plateforme fille, 164 $. C'est Ils n'importe prennent en quoi, hein. tout, 300 $ de fees. C'est n'importe quoi. C'est les premiers à crier sur Western Union et tout, ils font pire qu'eux. C'est quand même assez fou. Voilà, Non, do c'est de la donc pure là, merde. c'est voilà, je crie pas sur Chainlink, Mastercard ou autre, hein. Je dis juste que faites très attention quand ils mettent en avant comme ça ces gros partenariats en disant: «Oui, regardez, on avance, on va dans le bon sens». Oui, peut-être qu'à long terme, ça fera du bien, mais à l'heure actuelle, c'est, du vol de personnes. Clairement, moi, je conseillerais à personne de sensé d'aller acheter de la crypto en passant par la CB. De toute façon, il y a très, 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 très peu de plateformes où vous pouvez acheter avec une carte bancaire de la crypto où il y ait pas des frais qui soient monstrueux. Parce que les risques pour eux qu'ils prennent sont tellement gros qu'en fait, ils vous font payer les risques. Donc aujourd'hui, le meilleur moyen pour acheter la crypto, ça reste le virement bancaire. Sur Binance et Kraken et Coinbase, vous avez 0 frais sur le virement. Sauf si votre banque vous en prend, mais normalement, vous faites un virement de 1 000 €, vous recevez 1 000 € sur votre compte. Et après, il y a des frais de swap, il y a ce genre de choses. Et pareil, la dernière fois, je me suis aperçu d'une chose parce que je vais pas tous les jours sur ces plateformes-là et c'est vrai que moi, je passe plutôt par les interfaces pro parce que je trouve que les interfaces qui donnent pour le grand public sont très simplistes. Je prends le cas de Kraken pour, la dernière fois, je crois que c'était pour 500 €, un truc comme ça, d'achat de bitcoin. Sur l'interface simpliste, il Tu te fais prenait éclater en termes 20 de € frais. de frais. Il prenait 20 € de frais. Sur l'interface pro, on était à 2 € de frais. Ouais. On a un rapport de x10 et je sais plus si c'était 1 000 € ou 500 € mais bon, les frais étaient vraiment démesurés entre la version simpliste et la version pro. Donc s'il vous plaît, prenez 5 minutes en fait pour apprendre à faire correctement en fait vos swaps sur les interfaces pro et vous allez voir qu'en fait ça va vous éviter de perdre de l'argent. C'est-à-dire que l'argent que vous allez mettre à vous former, c'est de l'argent que vous allez récupérer avec le temps. Si toutes les semaines vous achetez pour 1 000 € de crypto et que vous passez par interface simpliste, alors vous pouvez passer par interface pro, à la fin, au bout de 10 semaines, c'est une somme qui est considérable en fait qui a été enlevée et cette somme-là, si vous avez utilisé pour vous former, bah, globalement, ça vous permettra sur l'avenir de faire des économies. Donc s'il vous plaît, prenez le temps d'apprendre à faire les choses correctement, de pas aller trop vite. Aujourd'hui, il y a des manières en fait d'optimiser ça pour essayer de payer le moins de frais possible et c'est pareil, quand on parle de swap, il y a les plateformes centralisées, mais il y a aussi les plateformes décentralisées. Il y a des manières d'optimiser ces swaps-là. Il y a pas juste, Uniswap ou il y a pas juste SushiSwap. Il existe plein de manières de pouvoir limiter les frais et ne me parlez pas uniquement des Layer 2. Il y a d'autres choses à faire, même en restant sur le réseau Ethereum. Ouais, c'est un truc qui est très souvent sous-coté, la partie gestion de frais. Mais pour autant, c'est hyper important parce que tout l'argent que vous allez mettre en fait dans vos frais, c'est de l'argent que vous n'investissez pas. Et on le met au centre aussi sur la partie coût d'opportunité, hein. Si à un moment donné, sur X années, ça représente 1000, 2000, 3000, 4000 € de frais, et avec Ethereum, ça peut monter très haut en bull run, hein. On a déjà eu le cas où, rien que pour payer sur des swaps, moi j'ai payé plus de 600 balles pour faire un swap. Quand vous avez oublié de mettre le blind signing sur votre ledger et que ça valide et qu'au final ça vous prend quand même les frais, que la transaction n'est pas validée parce que vous avez oublié de mettre le blind signing, vous validez une ou deux fois avant de vous rendre compte que justement vous avez oublié de valider le truc, vous avez oublié de le mettre en enable, hein, je pense qu'il y en a certains qui savent un petit peu ce que ça veut dire, bah, vous avez perdu plusieurs milliers d'euros. Voilà. Et puis, ça part vite, hein, d'accord. Ça part très très vite. Donc, en fait, c'est des petits trucs comme ça qu'il faut connaître, comment optimiser. Puis après, derrière, évidemment, ça roule tout seul. Ils font pire que Après sur Coinbase. Coinbase, bah, i ouais, ils font pire que Coinbase. Je suis pas sûr parce qu'en fait, sur les interfaces très simplistes de Coinbase, ils se gavent aussi également, hein. Il faudrait faire le calcul, mais je pense que, Oh, c'est moins que ça. ça se Non, non, mais c'est comprend. moins que ça. J'avais essayé la dernière fois, c'est moins que ça. Là, Su Vraiment c'est quand tu es sur abusé, hein. la page d'accueil là, que tu fais ton swap, sans passer dans les boutons, avancés, hein, vraiment la page d'accueil swap, comme sur Ouais, la Binance. page d'accueil, mais c'est Pareil. pas Ah ouais. sur 5000 balles, ils prennent pas 300 balles, hein. Non, 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 mais là je disais, 20 € moi chez Kraken. Je dis entre Ouais. Kraken, Coinbase et parce que oui, ce que je vous ai montré là avec, Swapper Finance, oui effectivement, c'est des frais qui sont, ils t'arrachent un bras en fait, hein. Bah, et Les puis mecs je ils pense se qu'ils grugent de comparaient par l'argent. rapport à Swapper Finance, tu vois, pas par rapport à Kraken, hein. Ouais, ouais. Moi j'ai découvert Swissborg pour investir, très belle plateforme. On l'a essayé, on a vu un peu ce que ça donnait. Aujourd'hui, je vois pas la valeur ajoutée en fait qu'ils ont par rapport à un Binance, un Kraken ou un Coinbase, qui sont beaucoup plus gros, qui sont beaucoup plus établis, qui fonctionnent déjà très bien. Les seules propositions de valeur qu'ils avaient, parce qu'il faut faire attention avec leur jeton Borg aussi, hein, derrière,
je vous balance ça un petit peu comme ça, mais soyez vigilants. C'était justement d'avoir des espèces de thématiques. C'est ce qu'ils vendaient Ouais, comme ça. Vous pouvez vous exposer à un secteur complet. les ETF. Mais ouais, un ETF, exactement, c'est ça. Mais à aucun moment, en fait, c'est intéressant pour vous. Prenez le temps d'apprendre à faire les choses correctement et si vous voulez vous exposer à un secteur, faites-le à votre manière. Parce que quand vous allez voir les jetons qu'ils vont choisir, franchement, vous auriez pas mis ça dans votre panier. En fait, c'est toujours la Coinbase, c'est autour de simplicité. 1%. Ouais, c'est toujours la simplicité que tu vas payer. Coinbase, c'est autour de 1%. Ça dépend parce que l'interface pro de mémoire est moins chère que l'interface, générale. Mais Après, ça reste cher, mais hein, Coinbase, de toute ça reste façon, cher, exactement, c'est ça, ouais. ça reste cher, hein. Après, par rapport à Ah, là, la plateforme que Mickaël a montré, là, c'est clairement du gros foutage de gueule, quoi. C'est des trucs, vraiment, utilisez pas. Mais c'est bien de regarder justement les news et ce qui est fait, parce que des moments, tu vois des gros titres, puis derrière, quand tu vois ce qui est fait, en fait, oui, tu as plus d'on-ramp, mais qui va utiliser ça, tu vois? Genre, en fait, tu envoies 100 balles, tu récupères, 70 balles juste là-dessus et après cet argent-là, tu vas commencer à faire une transaction, sur Ethereum, tu fais un swap, il te reste 30 balles, tu vois? Genre, tu fais: «Merci», en fait, la personne, elle se fait éclater, ça sert à rien. bah, c'est ceux qui connaissent absolument pas le marché qui vont arriver, qui vont se faire taper comme ça, en fait. Ouais, C'est un peu le exactement. problème. On va prendre quelques questions peut-être? Ouais, Je sais pas parce si tu en qu'on as vu avait passer. ouais. Tiens, Alexandre. Quelle part max pour un crypto convaincu doit représenter cette classe dans un patrimoine global équilibré? 5, 10, 30%? Inclus-tu les stablecoins dans cette catégorie? Moi, j'inclus tout ce qui est lié à la crypto, y compris les stablecoins aujourd'hui. Pour moi, ça reste de la crypto. Il y en a qui vont te dire non, mais tu peux acheter de l'immobilier avec. Il y en a un à Lyon là, qui a acheté pour la première fois en France avec de Ouais. l'USDC un bien immobilier. Bon, ça reste quand même ultra marginal. Donc moi, en fait, je range les trucs vraiment par poche et par actif. Aujourd'hui, les stablecoins, qu'on le veuille ou non, ça reste de la crypto. Voilà. Euh, donc après, ça dépend de ta tolérance au risque. T'en as qui vont considérer qu'ils sont hyper équilibrés avec 90% de Bitcoin dans leur patrimoine général. T'en as d'autres qui vont être à 100%, ils vont considérer qu'ils sont très bien équilibrés. Puis t'en as d'autres qui vont être à 10%, qui vont dire je ne suis pas forcément à l'aise. Il faut vraiment être raccord avec ça et on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure justement sur la manière de gérer son portefeuille avec la classe d'actifs la plus performante, en l'occurrence plus spécifiquement le Bitcoin. Et ça remet en perspective tout ce qu'on connaît. C'est-à-dire que quand on est face à une classe d'actifs comme le BTC, qui surperforme toutes les classes d'actifs depuis le départ, et que quand on adopte l'étalon Bitcoin, en entreprise, d'un point de vue personnel et tout devient moins cher quand on exprime ça en BTC, bah, au final, tu vois, la manière dont tu vas gérer ton portefeuille et ton patrimoine, est-ce que ça a encore un sens de se dire, tiens, je suis à 5, 10, 30%? En fait, on se rend compte que pour certaines personnes, 70%, ça va être très bien. Pour d'autres, ça va être 100%. Pour d'autres, ça va être 5%. Et je pense que ça, c'est lié évidemment à ton appétence au risque et, les compétences que tu as sur ce marché. Euh, Moi, je reste aujourd'hui convaincu qu'il y a un intérêt de ne pas être que exposé à la crypto, quand bien même je suis ultra bullish, quand bien même je suis sur le marché depuis des années et que j'entrevois ce truc-là sur les 50 prochaines années. Mais c'est pas parce que tu as réussi 2 cycles que tu vas forcément réussir le troisième. Des mecs qui se sont fait hacker. Il y en a eu un dernièrement là aux États-Unis qui s'est fait hacker par du social engineering. Là, il a perdu 3500 BTC et après ça a été swappé en Monero. Le mec, ça faisait depuis 2012 qu'il investissait. Bon, hein, quand même une grosse partie de ta vie qui est partie aux oubliettes comme ça sur un seul claquement de doigts. Alors on peut se dire ouais, c'est la sélection naturelle, le mec s'il a autant de BTC, il savait pas gérer son truc. Voilà, qui a jamais fait une connerie en swappant, j'en sais rien, sur un bridge, sur un truc. Moi le premier, hein. Je me suis déjà fait niquer plusieurs fois sur le bridge. Enfin bref, ça arrive, d'accord. Et c'est pas parce que vous avez réussi à faire des trucs un certain nombre de temps que vous serez forcément capable de pouvoir le faire. Et puis le marché peut aussi changer. Aujourd'hui, le marché il est tel qu'il est. Demain, quand on sera sur une classe d'actifs peut-être beaucoup plus mature, peut-être que les cycles seront beaucoup plus longs, et donc peut-être qu'il y aura un intérêt de se diversifier un peu plus. Moi, ce que je fais aujourd'hui, et ce que je considère comme étant une bonne approche par rapport à moi, c'est d'avoir à peu près 30%, 30%, 30%. C'est-à-dire 30% crypto, 30% par exemple immobilier, 30% sur la partie bourse. D'accord. Et puis après, tu peux prendre 10% sur des métaux précieux ou sur du private equity, du crowdfunding, du crowdlending, pourquoi pas. Mais voilà, ça me semble être quelque chose de plutôt intéressant. Et en fait, ça t'oblige systématiquement
à réallouer ton portefeuille et ton patrimoine, de faire de l'arbitrage et te dire, tiens, quand tu as une classe d'actifs qui performe plus, bah, tu vas la vendre au profit d'autres qui vont sous-performer. Et même avec ça, du coup tu as un alpha. Tu as une surperformance globale patrimoniale sur tes actifs. Mais du coup, voilà, il n'y a pas de réponse parfaite. Et tu peux voir, hein, la répartition de portefeuille des multimilliardaires n'a rien à voir les uns par rapport aux autres. Hein. Tu prends Robert Kiyosaki. Alors, Robert Kiyosaki, c'est pas un milliardaire, mais pas loin. Il a quand même beaucoup d'argent. Lui, il te dit, je suis métaux précieux, Bitcoin. Et puis, ces entreprises qu'il a créées, d'accord, les droits d'auteur sur ses bouquins, et ce que tu veux. Mais c'est immobilier, métaux précieux, Bitcoin. Stock et marché boursier, il n'en a pas du tout. Parce que lui, il considère que depuis qu'il fait des vidéos sur YouTube, ça va se cracher. Bon, on a encore des personnes comme ça. Vous savez ce que je pense de ce genre de profil. Néanmoins, ça ne veut pas dire que tout ce qu'il raconte, c'est de la merde. Mais force est de constater que ce qu'il a fait, ça a fonctionné pour lui. Il est à l'aise avec son truc, mais il n'a pas de bourse. Warren Buffett n'a pas de crypto. Il est full bourse et il n'a pas d'immobilier, à part la maison qu'il a achetée dans les années 70, 60, 70. Et collector. Pour le coup, Ouais, elle est collector, celle-là. Ah ouais, elle est collector. Mais c'est tout. Lui, il est full bourse et cash. Tu prends Michael Saylor, il a peut-être un tout petit peu d'immobilier, il est full BTC. Et il a ses actions, MicroStratégie et tout. Donc, il n'y a pas de vérité. Il faut que ce soit un truc qui te plaise à toi, qui te corresponde à toi. Et si tu es à l'aise avec 100% BTC, c'est OK. Il faut juste accepter, te dire, voilà, j'ai identifié les risques, je suis à l'aise avec ça. Et c'est très bien. Il faut juste être à l'aise avec son truc. Et je pense que ça dépend aussi de la quantité de patrimoine que tu vas avoir et des compétences Ouais. que tu vas avoir dans ce domaine-là. Tu prends tous les géants de la finance, pourquoi ils sont ultra exposés au marché financier traditionnel? Parce qu'ils le maîtrisent. Ils ont toutes les ficelles du métier, ils savent exactement où aller. Pourquoi ils vont être très peu exposés au secteur des cryptos? Parce que c'est un nouveau secteur qui leur fait peur, qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils n'ont pas envie d'y aller. Les mecs qui viennent du milieu immobilier, qui ont des centaines de biens, ils ont souvent un peu de bourse à côté, mais ils vont pas avoir 70% de crypto du jour au lendemain, en fait. Ils vont avoir une transition qui vont augmenter aussi. Donc, il y a déjà cet aspect-là. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu maîtrises parfaitement le secteur des cryptos, mais que tu maîtrises très peu la bourse et très peu l'IMO, bah, en fait, tu vas peut-être commencer à intégrer doucement la bourse et l'IMO avec le temps. Mais tu vas pas te dire demain, je fous 50% de mon patrimoine en bourse, en fait. Mm. Parce que tu vas juste te faire rincer. Ça prendra plus de temps, mais tu te feras rincer aussi. Et surtout, Donc, je pense que le gros avantage, c'est que vu que si tu maîtrises vraiment un marché, et c'est ça un peu le. J'ai fait une vidéo la dernière fois sur Éternel étudiant qui donnait les différents facteurs liés à la chance. Et dans ces facteurs-là, il y a évidemment l'opportunité, il y a le fait de faire le travail, il y a être capable de les voir, les opportunités, donc la partie formation aussi. Hein, si en fait les opportunités, tu n'es pas suffisamment formé à ce sujet-là, tu connais rien en crypto, tu arrives en crypto, tu dis bah, en fait, j'ai pas envie d'y investir parce que tu vas pas les saisir, les opportunités, tu vas pas les voir parce que tu vas pas les être capable de les discerner par rapport au reste, parce que tu n'as pas les compétences et l'expertise pour pouvoir le faire. Par contre, à partir du moment où tu es capable de le voir, ça, bah, les opportunités, tu vas en voir partout. Mais en fait, ces opportunités, quand tu t'ouvres un peu et que tu t'ouvres à l'immobilier, quand tu t'ouvres à la bourse, quand tu t'ouvres au business en ligne, quand tu t'ouvres à plein de sujets, tu vas te rendre compte des opportunités, il y en a de partout. Et c'est là où, en fait, après, tu es obligé de faire un arbitrage. Et comme tu le dis, Mickaël, ça se fait pas du jour au lendemain. Et après, ça sera à toi de voir. Ce qui est sûr, c'est que la partie crypto, c'est la classe d'actifs la plus performante. Tu ne pourras pas avoir des performances aussi importantes en crypto et ailleurs. Donc, en fait, si tu décides d'investir en bourse ou en immobilier, c'est pour aller chercher, pourquoi pas, plus de stabilité. Aujourd'hui, je pense que tu peux reposer ton indépendance et ta liberté financière en bourse et en immobilier. Je ne pense pas que tu puisses la reposer à 100% sur la partie purement crypto. Parce qu'on est sur un actif qui est très jeune, qui est encore volatile, et on le voit sur ce cycle. Si tu te dis 2021, allez, c'est bon, full crypto, comme certains qui étaient dans leur taf, qui ont dit, allez, je fous en l'air mon taf salarié et tout, il y en a qui sont revenus en taf salarié en 2022-2023 après. Parce qu'ils se sont dit, tiens, comme les stratégies de farming, les mecs qui te parlent de revenus passifs en crypto, ça peut être plus passif que ton travail actif de salarié, mais des revenus vraiment passifs, déjà globalement, ça n'existe pas vraiment. Il y a différents degrés de passivité. Et en crypto, ça existe encore moins. Hein. J'invite tous ceux qui pensent qu'il y a des revenus passifs, par exemple dans les poules de liquidité, allez-y, déposez dans les poules de liquidité, revenez dans 3 ans, vous verrez. Ah, ça va être très passif. Ça va être très passif pour vous faire siphonner vos fonds. Vous allez voir que vous n'allez pas récupérer grand-chose. Ah, il y a quand même des opportunités. Il ne faut pas non plus tout cracher dessus. Il y a des opportunités. Il faut être formé. Après, ça dépend des capitaux. Des personnes qui vont se dire, effectivement, j'ai 1000 $, je vais faire du revenu passif assez pour arriver à en vivre. Vous mettez le doigt dans l'œil, mais jusqu'au coude, en fait. Après, si effectivement, vous avez, je ne sais pas, 200 Ethers,
vous les mettez sur, du liquid staking, il y a un risque, mais globalement, vous arrivez à générer un revenu qui va être quand même beaucoup plus conséquent. Donc ça dépend vraiment de vos capitaux, de ce que vous en faites et des connaissances que vous avez. Justement, parler de l'allocation sur la partie société du BTC, il y a eu un rapport assez intéressant qui était sorti par Vanek, que je voulais vous partager. Vanek, vous le savez, c'est une très grosse, structure et ils ont fait un rapport qui met en alerte, en fait, les sociétés qui voudraient acheter, du BTC pour le mettre directement dans leur trésorerie et qui émettraient en échange des actions pour lever de la dette, pour aller acheter de plus en plus de BTC. Ils remettent pas en question le fait d'acheter du BTC pour une société pour le mettre en trésorerie. Ils remettent en question le fait de lever de la dette pour acheter du BTC. Vous voyez, c'est pas exactement la même chose. Et donc, ils ont regardé, un petit peu, l'état du marché et aujourd'hui, il y a plus de 220 sociétés publiques à travers le monde qui détiennent plus de 592 000 BTC. Ce qui fait à peu près 60 milliards d'actifs en valeur au 23 juin, donc il y a quelques jours. Et de ce qu'ils expliquaient, alors hop, c'est ce qu'ils expliquaient sur cette partie-là, c'est que contrairement à d'autres actifs, le bitcoin, oui, il a des performances qui sont hyper importantes, mais attention, il peut avoir également des périodes où il va avoir des performances qui vont être catastrophiques et même dont le prix de l'actif va vraiment, descendre d'un coup. Et donc ce qu'ils mettent en exergue, c'est de se dire: «OK, si vous allez émettre énormément d'actions au fur et à mesure du temps pour lever de la dette pour aller acheter du BTC, le jour où le BTC, en fait, va diminuer en termes de valeur, la valeur de votre trésorerie va BTC et donc vous aurez complètement érodé la valeur, de votre action et donc les investisseurs qui sont mis dessus vont se retrouver complètement, à poil, pour faire très simple. Donc c'est ce qu'ils expliquent à travers, les différents éléments et là, ils prennent par exemple le cas du GBTC, donc le BTC de chez Grayscale. Quand il y a eu la chute, en 2021, il y a un paquet de sociétés qui se sont retrouvées, vraiment dans le mal. Hop, je vais juste vous retrouver à la fin, voilà. Donc ce qu'ils expliquent, c'est que oui, on a la possibilité en fait d'avoir du BTC dans une société et c'est même plutôt un actif qui est intéressant à avoir en trésorerie. Par contre, il faut être préparé à la volatilité et donc à partir du moment où le marché va corriger de manière très importante, il faut être capable de sortir rapidement ou d'avoir assez d'actifs à côté qui vont contrebalancer cette perte et ne pas se dire: «J'ai 100 de ma trésor en BTC» parce que demain, le BTC, il se reprend à moins 80. Globalement, ça fait assez mal. Les sociétés de la finance traditionnelle ne sont pas structurées pour se prendre à moins 80 de trésorerie. C'est pas des petits projets crypto qui viennent de sortir Et en plus, acheter sous effet de levier, hein, parce et qu'aujourd'hui, acheter la sous effet de plupart des levier. boîtes Exactement. que vous voyez, ils achètent sous effet de levier. Hein. Sailor, vous avez Metaplanet, vous en avez plein d'autres, qui lèvent de la dette et qui émettent des obligations, voire des nouvelles actions. Hein, des obligations convertibles, c'est ce que je vous avais présenté sur la partie de MicroStratégie. Le jour où ça se retourne, le jour où ils arrivent en dessous de leur coût d'acquisition, qui est à peu près de 70 000 aujourd'hui par BTC, il faudra voir un petit peu comment ils vont gérer le truc. Mais on n'est pas à l'abri d'avoir des grosses boîtes et des grosses structures qui avalent la grenouille sur le prochain bear market. Et à chaque cycle, c'est la même chose. Hein. Tous ceux qui sont amusés à faire des effets de levier sur la partie purement crypto, Bitcoin ou autre, hein, peu importe, à chaque cycle, ils dérouillent. Ils dérouillent sévère. Hein. Les derniers, évidemment, ça a été FTX, Celsius, ça a été Luna, ça a été BlockFi, il y en a eu plein d'autres. Et il y en aura encore plein d'autres. D'accord. Des boîtes, là, en ce moment, c'est la course à l'armement sur la partie BTC. Beaucoup utilisent des effets de levier. Et le vrai risque pour moi par rapport à ça, c'est comment ils vont être capables de gérer le truc quand le marché ne sera plus en tendance haussière comme on le voit depuis le départ, parce que c'est quelque chose quand même qui est assez cyclique. Quand on est en bear market, quand ça fait que baisser, que baisser, que baisser, et que tu as acheté sous effet de levier, bon bah évidemment que les pertes, elles sont démultipliées. Donc là où certaines boîtes peuvent être net acheteurs pendant un certain temps, elles peuvent se retrouver en net vendeurs à par la suite, parce que si les seuls actifs qu'elles ont pour répondre à leurs obligations de dette et à rembourser leurs créanciers étrangers ou leurs investisseurs, c'est du BTC, bah, vous inquiétez pas, ils seront obligés de le vendre leur BTC. Hein. Donc là où ils sont net acheteurs pendant un certain temps, ils peuvent être net vendeurs. Et c'est pas comme si, avec MicroStratégie, on n'avait pas eu d'historique. Hein. C'est ce que je vous avais dit. Hein. Regardez ce qu'ils ont fait pendant la crise et l'explosion de la bulle d'Internet des années 2000. Regardez, renseignez-vous sur ce qu'a fait Saylor, comment il a falsifié un certain nombre d'informations et tout, et comment sa boîte et son stock a perdu plus de 99,8%
en 1 an et demi, 2 ans, et il est resté comme ça pendant des années jusqu'à ce qu'il décide d'adopter les talons Bitcoin. Et là, il refait exactement la même chose, mais sous stéroïdes. Donc, il est possible que ça passe. Hein. Je n'ai pas de vision sur l'avenir. Mais force est de constater qu'à chaque fois qu'on utilise des effets de levier sur des produits vraiment volatiles, et on le voit, hein, les effets de levier en crypto, sur Hyperliquid, avec les perpetuals et tous ces trucs-là, la plupart perdent du pognon et c'est pas pour rien. D'accord, on est sur un marché qui est hyper volatile. Donc l'effet de levier, ça se retourne contre les participants. Et je crois que c'était Charlie Munger qui disait il y a 3 manières pour un homme riche de devenir broke. C'est les 3 L, liquor, ladies and leverage. Donc liquor, l'alcool, ladies, les femmes, et leverage, l'effet de levier. Voilà, c'est les 3 moyens pour lui, les 3 L pour perdre de l'argent et perdre des grosses fortunes. On devrait l'inscrire de partout, cette devise, en fait, Ouais. pour rappeler à toutes les personnes qui investissent que c'est tout aussi rapide de monter que de descendre, et c'est même plus rapide de descendre quand on a des grosses fortunes qu'on a acquis très rapidement. Bah, comme James Wynn. Hein. James Wynn, je pense que vous l'avez vu sur Twitter. Hein. James Wynn qui s'est amusé à dire allez, ça va baisser, ça va shorter, machin. Et le mec, en une semaine, il a perdu 100 millions de dollars. Même moins d'une semaine. En quelques jours, il a perdu 100 millions. Oui. Et le mec, à chaque fois qu'il a tradé, à chaque fois qu'il a montré son truc en public, à chaque fois, il s'est fait défoncer. Alors, il a beaucoup d'argent. Hein. Je sais plus, il avait pris une position sur Hyperliquid de 1,1 milliard. Donc, c'est énorme, hein, évidemment. Dont la majorité aussi du pognon qu'il a eu. Il y a eu des études, il y a des analyses qui ont été faites par Zach XBT, plein d'autres trucs qui ont montré qu'il a récupéré de l'argent via des fausses versations sur FTX et aussi avec des gros projets scam de Killarug sur la partie Memcoin. Donc aussi, posez-vous la question, et les personnes que vous idolâtrez, comment ils ont fait leur pognon aussi. C'est toujours intéressant d'avoir une vision là-dessus. Et jusqu'à présent, en tout cas, ce qu'il a montré, hein, il te dit l'argent, c'est pas véritable, c'est qu'une énergie et tout, machin. Suivez les pros, suivez les meilleurs. Le mec, il te fait 5 trades ultra négatifs, et à chaque fois, il perd soit des centaines de millions, soit des dizaines de millions. Donc après, peut-être qu'en un trade, il peut récupérer tout ce qu'il a perdu, mais c'est absolument pas un exemple à suivre. Je crois que c'est lui justement qui est allé, qui émandait à sa communauté de l'argent à un moment pour renflouer Ouais, justement ses positions pour ouais. éviter de se faire liquider. Mais bon, pour revenir en fait au rapport, ce qu'il disait effectivement, c'est toujours, de l'investissement long terme. C'est jamais des gains à court terme. Quand vous investissez sur le BTC dans une société, il faut vraiment avoir cette vue-là, c'est hyper important, et toujours de garder en fait cette gestion du risque avec la position, ce qu'ils appellent des stop loss, hein, d'arrêter de couper vos pertes si jamais il y en a. Et là, il demande quelques recommandations pour éviter justement d'avoir des problèmes d'érosion du capital de vos trésoreries, dans les sociétés. Et donc la première, c'est de dire: «OK, à partir du moment où en fait votre valeur d'actifs, nette, elle tombe à 95 pendant 10 jours consécutifs», bah, c'est le moment où en fait, il faut arrêter d'émettre des nouvelles actions. Parce que là, vous vous retrouvez dans une position qui devient de plus en plus compliquée en fait. Vous avez juste aggravé les choses. Et après, peut-être aussi que vous avez la possibilité de racheter, des actions en fonction, de ce qui s'est passé sur, la valeur du bitcoin, réévaluer votre stratégie, aligner, la partie justement, incitation économique et la partie, rendement. Donc refaire un point en fait justement sur cette stratégie qui potentiellement peut avoir un effet qui était très intéressant à long terme, mais peut-être qu'à court terme peut vous couler votre boîte. Donc je trouvais cette approche qui était globalement assez intéressante parce que on voit toujours le bon côté d'avoir du bitcoin dans une société, mais on ne voit pas tous les risques que ça apporte, et surtout si vous êtes des sociétés qui êtes cotées et où vous allez émettre des actions pour aller, lever de la dette.